Bonjour à tous, salut tout le monde. Donc c'est Antoine pour tes expériences. Aujourd'hui je reçois Eva. Bienvenue Eva. Euh, donc qu'est-ce que c'est tes expériences? Ce sont en fait des interviews qui cherchent en fait à comprendre un peu les activités, les émotions finalement. Qu'est-ce que ça veut dire être actrice dans le monde de la comédie musicale? Et on va creuser ça ensemble à travers donc un déroulé que la plupart connaissent ici. On va d'abord essayer de comprendre un peu globalement ce que ça veut dire, c'est quoi ce métier-là, c'est quoi ce monde-là de la comédie musicale. On va partir un petit peu sur le côté des émotions. Et puis à la fin, on va essayer de creuser quelques étapes, quelques moments clés qui permettent de décrire un peu cette expérience de la comédie musicale, le théâtre et le fait de jouer, qu'est-ce que ça veut dire la préparation, ce genre de choses-là. Donc bienvenue à tous. Et pour commencer, eh bien écoute Eva, qui es-tu et comment en es-tu arrivée à ton activité actuelle? Alors, bonjour, déjà merci de m'accueillir. Moi c'est Eva, moi je suis arrivée à ce métier un peu, en zigzag, parce qu'à la base j'ai pas du tout fait des études de ça au tout début. Heu, j'ai toujours été un peu dans l'artistique parce que, dès le lycée et le collège, je faisais des activités extrascolaires, je faisais du violon, je faisais des claquettes, je faisais de la chorale. Donc il y avait déjà, de l'artistique dans ma vie, mais on m'avait jamais dit que c'était un métier et ça, je l'ai découvert, plus tard. Ouais, Après le lycée, moi, j'ai fait Sciences Po Paris, d'accord? donc rien à voir. Ouais, carrément. Mais si j'ai choisi Sciences Po, c'est parce que c'était une école qui favorisait et qui, promouvait, voulait bien promouvoir, voilà, les activités extrascolaires. Et qui les valorisait au lieu de dire que c'était extra. Et Mhm. donc du coup, j'ai cherché ça et j'ai ça valorisait l'associatif et j'ai rejoint notamment l'association de comédie musicale de Sciences Po. Et donc dans cette association, on s'est mis à monter des spectacles avec les copains et là, ça a été un espèce de déclic, une petite flamme, qui s'est réveillée et qui a fait: «Ah, mais là, en fait, pour ça, envoyer des mails, passer mes nuits à faire des plannings, ça me dérange pas». Et du coup, il y a eu un petit: «Ah et ça, il y a peut-être quelque chose» et comme je faisais toujours, de la danse, je faisais toujours, un peu de chant, je faisais toujours des choses à côté, bah, petit à petit, je suis allée creuser ce biais-là. En troisième année à Sciences Po, on part tous à l'étranger et donc moi, je suis partie au Canada et j'en ai profité pour faire une espèce d'année d'ouverture, de découverte du milieu du spectacle, en université, anglo-saxonne, donc là où la culture et comédie musicale est quand même, plus présente et plus développée, qu'en France. Mhm. Et donc là, je suis allée me glisser dans toutes les associations étudiantes pour faire, tous les jobs possibles et imaginables du spectacle. Donc j'ai fait, costumière, j'ai fait habilleuse, j'ai joué dans des trucs. Je suis allée, tout fouiller, et voir si c'était vraiment ça et je suis rentrée, sûre de moi que c'était vraiment ça. Donc j'ai fini mon diplôme à Sciences Po en préparant déjà un petit peu, l'idée que j'allais ensuite faire des études plus, artistiques et en prenant des cours de chant un peu plus sérieusement, dans l'optique de passer une audition d'école de comédie musicale. Et mon diplôme en poche, enfin pendant ma dernière année de Sciences Po, j'ai passé l'audition pour, l'école de comédie musicale dans laquelle j'ai été ensuite prise, qui était l'ECM de Paris, que j'ai intégré, en du coup en 2015 et et là, 3 ans plus tard, je suis sortie, de On l'école t'entend et assez plus rapidement Eva. j'ai commencé à bosser. Ah Ah, zut, ah, c'est bon là. c'est bon. Donc oui, j'ai intégré l'école de comédie musicale et 3 ans plus tard, j'en suis sortie et j'ai commencé à travailler à droite à gauche, un un petit peu par-ci, un petit peu par-là. Mais c'est vrai que le ce qui m'a lancée, c'est vraiment cette association à Sciences Po parce que c'est aussi avec ces copains-là qu'on a commencé à monter des spectacles hors Sciences Po après, que j'ai rencontré des gens, commencé à rencontrer des gens du milieu, tout ça, ça a vraiment lancé la machine. Voilà. Donc Et pour bien heu et donc comprendre. aujourd'hui, je euh, travaille, ouais. Vas-y, je Et t'en prie. et aujourd'hui, je travaille du coup en tant que comédienne, Ouais. comédienne chanteuse, danseuse et chorégraphe dans le milieu de la comédie musicale. Donc c'est un peu la multicasquette. Ok.
comédienne, chanteuse, danseuse, chorégraphe. Donc, alors, avant de revenir, bon, je vais rebondir tout de suite dessus. Ça veut dire que dans le milieu du spectacle, on fait rarement qu'un métier? Alors ça dépend. Il y a des comédiens qui ne sont que comédiens. Ouais. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, notamment dans le milieu du spectacle musical, plus on est pluridisciplinaire, plus on Hmm, peut travailler, plus aussi ça fait que les jours où parfois on t'embauche en tant que chorégraphe, parfois on t'embauche en tant que chanteuse et ça fait mine de rien plus d'opportunités d'embauche d'accord. et après il y a aussi les spectacles où on veut que tu fasses les 3, comédien, chanteur, danseur, mais ça ouvre aussi des possibilités donc notamment, il y a pas énormément, de compagnies. Les compagnies de danse, il y en a, mais il y a pas tant de postes que ça de danseurs et sous beaucoup de danseurs, vont, se diversifier parce qu'il y a plein de jobs dans la comédie musicale, donc il va y avoir beaucoup de danseurs qui vont se mettre à prendre des cours de chant et de théâtre pour pouvoir éventuellement intégrer ces troupes-là. Oui, ils seront avantagés sur le côté danse, donc c'est vrai que plus ça va, plus, les gens vont chercher à être multicasquettes et pluridisciplinaires. On a Kimia qui nous dit à notre plus grand plaisir des yeux et des oreilles, les spectacles. Euh, donc pour bien comprendre, donc tu es allé à Sciences Po, tu as dit la troisième année. Ça veut dire que tu as fait une licence, c'est ça l'idée, ou tu es allé aussi un peu plus loin? Je suis allée jusqu'à la fin du master. D'accord, Hem, donc j'ai fait, donc 3e année, c'est fin de licence, fin de ce qu'ils appellent un bachelor, c'est ok. plus technique. Et donc ça reste très général à Sciences Po et pour te spécialiser, c'est plutôt le master et moi, je me suis dit: «Bah, on va au bout» et j'ai fait un master en communication D'accord. en me disant que sans public, il y avait pas de spectacle et que ça pourrait Hmm. toujours servir un jour. D'où les affiches, le fait de se coucher tard, c'est ça que tu disais tout à l'heure. Voilà, bah, après ça, c'était, plus enfin, mine de rien, j'ai appris aussi la gestion de projet à Sciences Po. C'est aussi D'accord. bête que ça, mais être dans l'associatif, c'est, gérer un projet, gérer une équipe, gérer un budget Hmm. et ça, au final, dans le spectacle, on gère aussi une équipe, un planning, un budget. Après, aujourd'hui, l'avantage, c'est que j'ai plus à le faire, mais c'est bien de comprendre comment ça fonctionne. Je vois l'idée. Alors donc, du coup, tu nous as dit comédienne, chanteuse, danseuse, chorégraphe. Concrètement, c'est quoi une actrice? Une actrice dans le monde du spectacle. Alors une actrice, une comédienne, pour moi, une comédienne, un comédien, c'est quelqu'un qui va s'amuser à jouer ou à devenir, à incarner d'autres, personnes, d'autres personnalités, d'autres et s'imaginer d'autres situations et essayer de les jouer le plus sincèrement possible et c'est un c'est un état dissociatif, constant. C'est un mot un peu compliqué, mais pour dire, quand on est sur scène, on est à la fois le personnage et à la fois le comédien qui est en train d'adorer le fait de jouer le personnage. Hmm. Et je pense que la jouissance, elle est là. Moi, j'ai le plus grand, souvenir que j'ai et que j'aime bien raconter, c'est, mon spectacle de fin d'année à l'école. Je jouais Sally Bowles dans Cabaret et j'avais une scène où le comédien, mon meilleur ami, jouait mon chéri qui me mettait une baffe. Et ça, je finissais en larmes, tout ça, et j'ai ce souvenir de la personnage, au bout de sa vie en larmes, mais je l'étais tellement à fond dedans que la comédienne était en jouissance en même temps. Donc moi, j'étais intérieurement, j'étais: «C'est trop bien!» et j'étais en train de pleurer. Donc c'est cette espèce de contradiction et d'état, à la fois, complètement là en tant que personnage et à la fois complètement consciente que c'est un personnage. Hmm. Donc, ce double état, et du coup, en fait, ça pose pas de question. C'est que, c'est vrai qu'on imagine le côté comédien, c'est se mettre à la place de l'autre. euh, donc, il y a cette fameuse question, est-ce qu'on peut jouer tous les rôles? Bah, déjà, voilà, est-ce que c'est possible de jouer tous les rôles? Toi, est-ce que toi, en tout cas, toi, tu t'en sens capable? Hem Oui et non. En fait, je pense que ça m'amuserait beaucoup d'essayer, mais il y a aussi une chose enfin, il y a aussi la question de je pense qu'on peut s'amuser à essayer de tout jouer. Il y a des choses qui nous réussiront plus que d'autres. On parle de notre emploi. Il y a des choses qui vont être plus proches de nous ou plus loin de nous. On va parler de comédiens qui sont dans leur emploi ou qui sont en contre-emploi. Donc Hmm. jouer des choses très loin de soi, c'est jouer des contre-emplois et
pense que dans l'absolu, tout est possible, mais après, c'est une question aussi de technique, de talent, de travail, ça. Mais dans la réalité du métier, on va beaucoup plus souvent nous embaucher pour notre emploi que pour des contre-emplois. Ça aussi, malheureusement, parce que parfois on a très envie d'aller expérimenter autre chose, mais la réalité est que, professionnellement, ça va nous arriver plus souvent de jouer des choses proches de nous. En tout cas, là où on nous voit spontanément. D'accord. Mais après, pour moi, j'aime bien voir le tout est possible. Même si, dans les faits, il y a des choses que, je qui sera très compliqué pour moi de jouer, mais avec certains outils, est-ce qu'on spontanément, imaginons je dois jouer un vieillard. Spontanément, on se dit, pas forcément tout de suite maintenant, mais par exemple, mon colocataire, travaille beaucoup dans le théâtre masqué et en fait, en théâtre masqué, oui, je peux jouer un vieillard. Mmh, Donc avec les bons outils, pourquoi pas? une jolie idée. Donc toi, par exemple, c'est quoi toi ton emploi et ton contre-emploi? Alors, on me on me met souvent dans les enfin, je peux encore, mais bientôt plus, jouer les jeunes premières. Mmh. Hem et on me met souvent dans les rôles, un peu d'autorité. On me met, dans des rôles de femme d'affaires, patronne, maman, parce que quand les jeunes mamans, ça commence. Voilà, mais donc il y a cette figure, autorité ou maternelle qui commence à apparaître, donc ça, on m'y voit souvent, donc ça, c'est un peu les deux principaux. Contre-emploi, je je saurais ici, là où c'est vraiment c'est un peu compliqué pour moi et là, c'est plutôt dans les, je sais pas si tu vois le personnage de un peu la mégère, Mmh. les personnages un peu, avec de la gouaille et pas très propres sur eux. Mmh. Jolie idée. C'est quelque chose qu'on me donne moins, que je dégage peut-être moins et aussi peut-être que je m'amuse moins à jouer. Mmh. Autant ça me fait autant on me donne rarement les femmes fatales, mais ça m'amuse beaucoup. Autant, vraiment les mégères, tout ça, on me les donne pas et ça m'amuse moins. D'accord, jolie idée. Donc finalement comédienne, c'est réussir à jouer le rôle de quelqu'un d'autre tout en, kiffant un peu, le fait de jouer quelqu'un d'autre. Enfin c'est d'être soi, mais dans un autre personnage. C'est ça l'idée? C'est c'est s'amuser à être ce qu'on veut, j'ai D'accord, presque envie de dire. Parce OK. que dans s'amuser, il y a moi Ouais, et dans le fait mais dans être ce qu'on veut, il y a tout le reste. d'accord. Et donc du coup, toi tu travailles dans la comédie musicale, dans le spectacle musical, c'est comme ça que je crois que c'est le mot que tu as utilisé tout à l'heure? Heu, Oui, parce que c'est plus vaste que juste la comédie musicale. Au d'accord. final, en France, la comédie musicale, telle que moi je l'entends à l'américaine, est pas si connue, si reconnue que ça. Il y a que Mmh. quelques spectacles par an que je définirais moi comme comédie musicale, Mmh. mais il y a énormément de spectacles musicaux, c'est-à-dire spectacles où il y a de la musique dedans. Par exemple, il y a quelques années, j'ai fait un remplacement sur un trio vocal a cappella qui s'appelait Divalala. C'est un spectacle, il y a un petit peu de théâtre, mais c'est principalement de la chanson. C'est complètement mis en scène, mais c'est pas une comédie musicale. C'est pour ça que j'aime bien dire plus vaste que juste comédie musicale, parce qu'au final, je ne fais pas que ça. D'accord. Alors du coup, qu'est-ce que tu peux nous dire un peu sur le monde du spectacle musical? En tout cas celui que tu connais toi? Hem, c'est un monde alors, c'est un monde qui est à la fois très grand et très petit. Mmh. Parce que vaste en possibilités, il y a 10 000, enfin autant, comme je dis, plein de genres différents et en même temps, c'est un peu tout le monde se connaît. Au final, on se rend très vite compte quand on rencontre quelqu'un qui connaît, déjà 5 de nos amis, qui ont déjà travaillé avec un tel, donc c'est on rentre dans des ça il fonctionne un peu par famille, de personnes qui aiment bien travailler ensemble et petit à Mmh. petit, on rentre dans une autre famille et cetera et comme ça aussi que le travail va appeler le travail. Tu vois? OK. Qu'on commence à connaître des gens, à travailler avec des gens. Et donc il y a à la fois des grands spectacles, grands spectacles musicaux. Alors il y a les très grands spectacles musicaux, entre quand je parle là je parle de grandes salles comme,
tout ce qui est les Roméo et Juliette, qu'on Mmh. a vu tourner, Ouais. partout. Après, il y a, ce que moi je considère comédie musicale, c'est tout ce qui est d'origine et d'influence américaine et anglo-saxonne en tout cas. OK. Donc là, c'est tout ce qu'il y aura, par exemple au Théâtre du Châtelet à Paris, Mmh. la programmation pendant des années, c'était carrément en anglais et il y avait, les comédies musicales, montées avec des troupes anglaises. Mais dans ce genre-là, il y a aussi le Théâtre Mogador qui depuis un certain nombre d'années, a, carrément c'est Stage Entertainment qui est la boîte de production qui, a des licences qui sont des licences de spectacles de Broadway et donc du coup, c'est les mises en scène de Broadway et de Londres qui viennent en France, qui sont faites en français, mais c'est la même mise en scène qu'on aurait vu à Londres ou à New York. Donc là, ça rapproche, quand même un peu le spectacle à l'américaine, en France. Il y a quelques autres, compagnies enfin, productions qui s'inspirent de ce genre-là. Et après, il y a une foison de petits spectacles musicaux, qui peuvent être, soit justement purement chantés, soit théâtraux. Par exemple, ce que fait Hervé de Volder, c'est, et qui a reçu le Molière, du spectacle musical plusieurs fois déjà. Lui, c'est plus proche de l'opé on sent que ça vient de l'opérette. En tout cas, les influences, c'est très théâtral, c'est, plein de quiproquos. Mmh. Il a fait Chance, qui est un spectacle intégralement chanté qui se passe dans un cabinet d'avocats, où, les gens du cabinet d'avocats gagnent au loto et c'est concrètement, c'est tout ce qui se passe dans le spectacle, mais c'est à mourir de rire, on passe 1 heure et demie formidable, ça chante bien, ça danse bien, c'est un bonheur. Hem, il y a aussi, par exemple, dans ce genre plus théâtral, Raphaël Calandro qui a notamment fait, Le Malade imaginaire en la majeure. Donc le Malade imaginaire de Molière, avec en plus des numéros musicaux qu'il a écrits comme si c'était Molière qui les avait écrits. Donc on a, le texte de Molière avec des petits ajouts et donc du coup, le théâtre musical, c'est tout ça. Ça OK. peut être à la fois les super productions, Roméo et Juliette, comme les productions à la Broadway qu'on essaie de faire venir en France, comme, plein de possibilités dès lors qu'il y a de la musique. Il y a aussi des œuvres biographiques sur, Yves Montand, c'est Yves Olivier qui était formidable, des spectacles que de chansons, enfin, il y a 10 000 choses, dès lors que ça joue, ça chante, ça danse, c'est musical. Donc ce que je comprends, c'est qu'il y a vraiment de toutes les tailles. C'est vrai qu'il y a ceux qu'on peut voir, ceux à Paris dont tu parlais, de Mogador par exemple, donc on en aura peut-être un peu plus parlé. Ce que j'ai du mal en fait à cerner, c'est combien de temps ça dure un spectacle et à peu près combien de personnes ça touche à peu près. En tout cas, les plus petits spectacles et les plus grands. Alors, combien de temps ça dure? Ça peut aller les petites formes généralement, c'est à partir d'1 h 15. Les plus courts, c'est 1 h 15, 1 h 30 D'accord? et et les formes les plus longues, bah, Broadway la forme à la Broadway, c'est 2 h 30 avec entracte, tu vois? Hmm, C'est c'est un spectacle. d'accord. Hem et combien de personnes ça touche? Bah, il y a à la fois, par exemple, le Malade imaginaire en la majeure, ça jouait à la Comédie Bastille, qui est un théâtre j'ai envie de dire, une centaine de places, mais il y a aussi des choses qui jouent dans des théâtres plus petits que ça. Ça arrive régulièrement, notamment les plus petites formes, c'est donc ça peut être un tout petit théâtre comme, bah, Roméo et Juliette, c'est, le Palais des Congrès. Hmm. Donc selon la forme du spectacle, mais aussi, bah, le Malade imaginaire ne pourrait pas jouer au Palais des Congrès. C'est le Malade imaginaire en la majeure, c'est 4 comédiens sur scène avec un piano, D'accord, ok. pas vraiment de décor et ça requiert cette intimité avec le public que ne requiert pas du tout un Roméo et Juliette. Et du coup, dans la durée, ça dure combien de... Quelques semaines, quelques mois, quelques années? C'est quoi à peu près la période, enfin la durée d'un spectacle? Alors, généralement, heu, bon, d'abord on crée quand on crée un spectacle, on va d'abord, avant qu'on ait une production et tout ça, on va déjà créer et souvent faire une lecture ou une présentation pour, quelques producteurs professionnels. Déjà souvent on travaille pour un machin
Si on a de la chance, si on est déjà un peu reconnu en tant que créateur, on peut avoir de la chance d'avoir un théâtre qui nous suit et qui va dire bah, j'ai confiance en ce que tu vas créer, donc je te programme déjà pour un certain nombre de dates. Et après, c'est un peu si ça marche, ça prolonge. Donc, après, c'est le pari du producteur. Donc, il peut parier sur quelques semaines, il peut parier sur quelques mois. Généralement, c'est plutôt en mois que ça se compte parce que le temps qu'il y ait un peu de bouche à oreille, que la communication puisse faire des scènes et que les gens aient le temps de venir et dire que c'est bien aux autres gens qui y reviennent. Hem, mais par exemple, moi, le prochain spectacle sur lequel je vais travailler, a priori, ils avaient prévu ça c'est un gros machin avec où on a avec un metteur en scène de renom, donc les gens ont confiance en le fait que ça va fonctionner. D'office, on était programmé de septembre à avril D'accord. et plus prolongation peut-être. Mais il y a un autre spectacle que je devais faire, en ce moment s'il n'y avait pas eu le covid. Eux, ils avaient, 3 mois, 3 mois programmés dans ce théâtre et puis, à voir si, s'ils peuvent se permettre de rester plus longtemps. Parce qu'après, selon aussi le format, enfin quand on scie le théâtre, si on le loue, bah, faut pouvoir le rembourser, donc faut avoir les moyens de rester. Alors j'ai plusieurs questions du chat par rapport à ça. Donc déjà, ce que je comprends, c'est qu'au minimum, c'est 3 mois à peu près. Un spectacle, en tout cas, on espère qu'il dure 3 mois. C'est à peu près la norme, c'est ça? Sauf après, il existe aussi des choses qui jouent une fois et puis c'est là, mais Oui. généralement oui, on va aller généralement une exploitation, c'est quelques mois, oui. Ok. Du coup, tu as plusieurs projets en même temps de temps en temps? Souvent! Souvent, après moi je suis, entre guillemets «au début de ma carrière», donc pour l'instant c'est un peu la période où on va un peu toucher à tout et aller un peu D'accord. partout et j'ai eu beaucoup de projets qui étaient goupillables avec plein d'autres projets. Heu, il y a quand on est engagé sur un spectacle qui joue 7 fois par semaine, c'est plus compliqué d'en faire 3 à la fois. C'est Heu, sûr. mais mais oui, par exemple, ça peut m'arriver, la saison dernière, j'étais en tournée, tous les week-ends avec la Patte Patrouille, qui était un spectacle jeune public, qui faisait la tournée des Zéniths en France, donc tous les week-ends j'étais ailleurs. Mais en semaine, j'étais sur Paris et je pouvais, il y avait des moments où je remplaçais des cours de claquettes, donc je donnais cours. Il y avait des Hmm. moments où j'étais en répétition pour, créer un autre spectacle. Donc ça peut m'arriver de faire un concert par-ci, donc c'est vraiment, l'emploi du temps peut varier du tout au tout. Ok. Et ça arrive souvent de pouvoir jouer 2 spectacles complètement différents. J'avais fait c'était les vacances de février dernière, qui étaient assez impressionnantes parce que j'avais joué 3 spectacles pendant les vacances. J'avais démarré, 1er week-end, je rejouais ma dernière date d'Eddie Valhalla. En semaine, tous les jours, je jouais La Mère Michel, qui est un spectacle jeune public qui jouait sur Paris, à 16h ouais 17h, tous les jours et le week-end suivant, je repartais pour la Patte Patrouille. Donc j'avais, 3 spectacles, en 2 semaines. Enfin 3 spectacles différents en 2 semaines que j'avais joué et je jouais quasiment tous les jours. Hmm. C'était assez chouette. Bon, en tout cas, j'ai l'impression que ça te met en énergie tout ça. On a deux questions Ouais, assez. j'aimerais pas que ça me manque. Ouais, ouais, tu m'étonnes. Tu m'étonnes. C'est vrai que ça, c'était. Je pense que c'était une autre période. Le monde d'avant, comme certains disent. Ouais, enfin espérons, le monde d'après aussi. Ouais, oui. Soyons optimistes. Alors, est-ce que généralement, ça reste dans une seule salle, les spectacles qui sont joués? Ou est-ce que ça bouge? Je veux dire un spectacle Ouais, ou s'il reste alors, ça dépend. Déjà, bah, une exploitation, une fois que tu as joué une fois, enfin disons les premiers 3 mois seront a priori dans la même salle, quand tu joues. Mais après, soit tu peux changer de théâtre pour des raisons logistiques ou parce qu'un autre théâtre te programme, donc ça peut arriver. Par exemple, un spectacle jeune public Pinocchio sur lequel travaillait mon colocataire avait fait une saison au Théâtre de Paris et devait reprendre cette saison au Théâtre des Variétés, ça peut varier de saison en saison. Après, parfois, il y a aussi des théâtres avec lesquels enfin, où, il y a des productions affiliées à des thé qui travaillent dans certains théâtres, donc parfois tu vas rester au même endroit pendant longtemps. Et après, il y a aussi la question des tournées. C'est-à-dire, une fois qu'un spectacle a fait une exploitation, une saison ou plusieurs saisons,
La suite de la vie du spectacle, souvent, c'est en tournée. Donc, OK, il va être programmé un peu partout en France et là, du coup, faut qu'il soit adaptable à plein de théâtres. OK. C'est habituel pour toi les tournées? Il y a des spectacles que je n'ai joués qu'en tournée. D'accord. Par exemple, La Patte Patrouille, c'était d'office une tournée. On avait, 3 dates à Paris qui étaient au Zénith de Paris, mais c'est dans le cadre de la tournée. On n'avait pas un et on n'a jamais eu un théâtre pendant, 1 semaine, 1 mois, ça changeait tous les week-ends. OK. Bon. Bah, écoute, je pense qu'on a fait un peu le tour des questions côté spectateur. Je te propose de passer à la partie émotion. Très bien. Pour commencer, un moment de grande fierté dans ton activité que tu pourrais nous raconter, ce serait quoi? Alors, là, je vais passer, parce que la fierté, moi, ce qui m le la fierté, je l'associe souvent aux premières. Une première de spectacle, il y a vraiment Mmh. ce truc où on arrive au bout d'un travail, d'un long processus de répétition et là, je veux raconter côté, chorégraphe, parce que comme je travaille aussi en tant que chorégraphe, c'est vrai que quand on est, côté créatif, il y a au plus ce côté, c'est vraiment mon bébé, la globalité Mmh. des gens sur scène, en sont en train de faire quelque chose qui est sorti de mes tripes. Et donc moi, j'ai un souvenir sur, une création, des premières créations sur lesquelles j'ai travaillé qui s'appelle Le Mur. C'est un spectacle sur le mur de Berlin, création d'une, camarade d'école. Qui, avait réuni un groupe de personnes assez formidables autour de ce spectacle. Tout le monde était bénévole, c'était vraiment un truc où tout le monde avait donné de son temps, pour, monter ce truc. Et là, celui-là, on l'a joué 2 fois, hein, ou 4 fois au final. On a fait que des présentations, pour que le spectacle existe et qui après on verra s'il aura une vie plus tard, mais pour l'instant, il n'a existé que lors de ces 4 représentations. Mais il y avait une émulation et une sensation d'aboutissement, dans cette salle, au bout de au bout de ce mois, on a fait un gros mois de répète. Arrivé au bout de ce gros mois de répète, être dans cette salle avec, cette troupe qui étaient tous des élèves de l'école, en train de donner leur vie, pour défendre, cette création d'une camarade de classe avec tous ces gens qui s'étaient, réunis autour. C'était très beau et je crois qu'on était tous et en tout cas moi j'étais très, très fière de faire partie de cette équipe et d'être là, dans la salle avec eux. Mmh. C'était fort. Et en plus, enfin, le thème étant, la chute du mur de Berlin, c'était fort émotionnant, politique, il y avait un grand message, enfin, c'était un beau moment qui reste. Et du coup, c'était il y a combien de temps ça? C'était la première, c'était en novembre, de novembre 2018. D'accord. Donc il y a, ouais, à peu près 2 ans et demi. Donc c'est un petit peu un de tes meilleurs moments que tu pu vivre, si je comprends bien, c'est ça? En tout cas, c'est un grand moment de fierté, Mmh. là, pour le vraiment, le mot fierté, je Ouais, pense que ça reste un des spectacles dont je suis le plus fière en tant que chorégraphe. C'est-à-dire d'accord. en termes d'œuvre chorégraphique, c'est clairement ce dont je suis le plus fière et vraiment ce moment de, ils sont là en train de donner leur vie sur scène et on est arrivés là tous ensemble, dans une ambiance géniale en plus de travail, c'était très, très, très agréable. Et puis vraiment, comme c'était une création de A à Z, mais par contribuer aussi à avoir la confiance de quelqu'un qui te donne son bébé en disant, «Chorégraphie mon spectacle». Mmh. C'est déjà très, très touchant. Donc En fait, ce qui t'a touché, c'est quoi exactement? C'est le fait que, les gens se sont mis à s'animer comme toi tu l'espérais? Ou, c'est enfin, je sais pas si tu arrives à voir un peu ce que je veux dire, mais, ce qui m'a touchée, c'était la sensation d'alignement de toutes les énergies des gens qui étaient autour de ce projet. mmh, On était vraiment tous dans le même état d'esprit, et ça payait parce que ça redonnait enfin, il y avait du coup, ça crée une magie sur scène quand tout le monde est vraiment, investi au même point et qu'on ça vient d'un investissement global de même point, qui est quand même assez rare. Enfin, ça reste un métier de passionné, mais c'est vrai que c'est un peu des moments magiques où, et là, enfin, c'est peut-être bête de parler d'argent à ce moment-là, mais le fait de savoir que ça a eu lieu dans une prod en plus où vraiment personne n'était payé, tout le monde était là bénévolement, ça rajoute un côté de tout le monde a volontairement donné de son temps pour faire naître ce spectacle-là et
et du coup, ouais, c'est les planètes qui s'alignent, quoi. Là, à cet instant, c'était la conséquence d'un travail, mais d'un travail qui naissait de plein de personnes qui ont donné de l'énergie, qui ont donné du temps, et on voyait vraiment la pyramide construite, et là, tout d'un coup, il y avait le tadam, quoi. C'est chouette, en tout cas ça m'a vachement touché. C'est ce qui explique finalement qu'il y ait des spectacles qui parfois se passent mieux, mais qui font plus mouche, ce sentiment d'alignement entre tout le monde. Alors, je je vais dire, j'ai la chance de pas avoir assez été dans des spectacles où ça se passait mal dans la troupe pour D'accord, pouvoir se répondre. ok. Heu, hem, mais moi, j'en ai l'intime conviction Ok. que la le la connivence d'une troupe va se ressentir, enfin le plaisir d'être ensemble et de jouer ensemble, ça se ressent en public. Mais à côté de ça, je suis sûrement allée voir un spectacle dans la troupe, ça se passait pas bien et j'ai dû l'adorer aussi. Donc j'ai pas forcément conscience de comment c'est dans l'envers du décor. En tout cas, cette fois-là, ça a de s'être particulièrement bien passé, mieux que d'autres expériences que tu as eues. Oui, après c'est aussi, il y a aussi ce côté, chorégraphe. Donc c'est une des fois où j'étais à l'extérieur D'accord, et ok. j'avais participé purement à la création. Donc il y a Ok, ça aussi qui s'ajoute, à je la vois, fierté. je vois l'idée. Alors maintenant, on va aller à l'inverse de ça. Un truc dont t'es pas fier. T'es pas très fier dans une histoire que tu peux nous raconter par rapport à ça. Alors celui-là, j'ai mis du temps à réfléchir et je me suis rendu compte que j'ai de la chance parce que, j'ai pas encore de casserole. Et donc je suis allée emprunter des casseroles à des gens. En fait, j'ai essayé de trouver, qu'est-ce qui serait, et j'ai des proches autour de moi qui ont des expériences où, enfin, on va dire ce qu'on va appeler nous des plans cachets. C'est-à-dire tu y allais pour les sous Hmm, et au final, tu es pas forcément très, très fier de ce qui en est ressorti, ou en tout cas, tu es pas sûr de le mettre sur ton CV. Hem et ça peut arriver, par exemple, c'est un de mes proches qui s'est retrouvé dans un spectacle où, au final, un peu malgré lui, le spectacle, mettait à l'honneur quelqu'un qui était d'un bord politique qui était pas du tout le sien, hmm, et c'était un peu gênant de passer, 1 heure et demie à être là, à monter sur scène autour d'une thématique qui ne lui parlait pas, et en plus, quand en plus ça abordait vraiment des sujets politiques, il y avait un côté, «Pourquoi j'y vais tous les soirs?» Donc ça peut arriver, ça peut gêner, et c'est pas forcément, enfin, surtout quand on arrive sur la création d'un spectacle, on se rend pas forcément compte où il va aller, et une fois que le contrat est signé, le contrat est signé. Donc heu et c'est pas et les bonnes raisons de s'en aller sont pas toujours, évidentes à trouver. Donc on paye, parfois on peut pas se le permettre tout simplement financièrement, il faut y aller. Il y a aussi, un autre exemple, et ça c'est il y a eu j'ai déjà eu des spectacles jeunes publics. Moi, je leur en veux un petit peu, des spectacles jeunes publics qui prennent les enfants pour des idiots, hmm. et parfois tu te retrouves dedans et tu as du mal à le défendre, et ça peut être très, très compliqué de monter sur scène monter sur scène pour défendre quelque chose en quoi on croit pas, que ce soit politiquement ou que ce soit artistiquement, c'est toujours un petit peu compliqué. Ok, Moi, je me rends compte qu'au final, même les spectacles, entre guillemets, «moins virtuoses» que j'ai faits, j'y ai toujours trouvé mon compte. J'ai cette chance-là et j'ai toujours été fière de les défendre sur scène au moment où j'y étais. Donc ça, c'est chouette. Après, je ne suis pas à l'abri. La vie me mènera peut-être, et sûrement, sur des trucs que je raconterai avec humour, comme quoi c'était mes casseroles et que j'étais pas contente d'y être. Mais mais pour l'instant, j'ai cette chance. d'accord. Donc c'est vrai que ça c'est pas quelque chose qui vient naturellement à l'esprit. Quand on est comédien, on peut parfois avoir des mauvaises surprises parce qu'on s'engage sur des spectacles, donc on ne connaît pas complètement la finalité. Mmh, tout à fait, et c'est quelque chose qui va beaucoup arriver, notamment pareil, en début de carrière où, D'accord. on va un peu beaucoup accepter tout ce qui vient, Hmm. pour parfois au final se rendre compte que,
qu'on s'y sent pas bien du tout et que si on avait le choix, on l'aurait pas accepté. Après, une fois plus, parfois, il y a tout simplement les moments où on ne peut pas dire non, on est obligé de bosser parce qu'il faut manger. Et après, plus ça va, plus on a déjà travaillé, plus on sait quelles questions poser, plus on sait demander à lire le script avant d'y aller. Et après, il y a parfois, c'est une équipe qu'on connaît, un truc qui, sur papier, c'est génial, et au final, ça marche pas. Et ça arrive aussi, et c'est pas grave. Mais Ok. Bon, merci pour ce partage en tout cas. C'est vrai que je découvre, inattendu pour moi. Est-ce que maintenant, à partir du côté de la peur, une grande peur que tu as pu avoir, toi, dans les expériences que tu as pu vivre? alors, la peur, il y en a beaucoup des peurs chez les comédiens. Bon, il y a grande peur, c'est la petite peur qu'on connaît tous et qui nous vient tous les jours, qui est quasiment tous les jours avant de monter sur scène, ça s'appelle le trac. Hmm. Mais ça, c'est pas une grande peur, c'est une petite peur, et je trouve que c'est un moteur presque, enfin, pour moi en tout cas. Hem Moi, quand j'ai le trac, je suis hyper active. Je saute partout, je cours partout, je refais mon texte, je vérifie 5 fois toutes mes mises, si mes costumes sont tous en place. Je dois être assez insupportable, mais c'est aussi, ça me met dans une surénergie qui est bénéfique. Et après, une fois que je suis sur scène, en fait, le moment juste avant de monter sur scène, je l'aime pas parce que j'ai envie qu'il soit fini. Une fois que je suis sur scène, c'est bon. Hmm. Voilà. Mais après, en termes d'angoisse et de peur, il y a vraiment des angoisses du comédien qui reviennent. Hem, il y a, la peur de pas être à la hauteur, ou en tout cas, de décevoir, on se met quand même bien à nu. On se met quand on monte sur scène, et qu'on le veuille ou non, qu'on les lise ou non, quand on est sur un spectacle professionnel, bah, il y a des gens qui viennent et qui écrivent dessus après, ou qui vont dire s'ils ont aimé, s'ils ont pas aimé. Il faut vraiment savoir se détacher de ça Ouais. et d'accepter qu'il y a des gens qui vont aimer, des gens qui vont pas aimer, et ça veut pas dire que toi, tu étais pas bien. Heu moi, c'est particulièrement dans les situations où on t'a recommandé. Oui, parce que ça peut, si ça se passe bien dans un truc, on peut te recommander pour un spectacle suivant et tout ça. Et c'est vrai que c'est des moments où j'ai particulièrement envie de faire bien, et donc particulièrement peur de ne pas faire bien et de décevoir. Quand il y a des attentes en face. En tout cas, quand il y a des attentes liées au fait que j'ai été recommandée. Et la dernière, et je pense la plus grande, peur qui peut s'installer, et c'est une angoisse un peu plus globale, c'est qu'on est quand même dans un métier où, on est ce qu'on appelle intermittent du spectacle, donc on travaille par intermittence, et donc il y a des périodes où il y a plein de travail et des périodes où il y en a très peu ou pas. Et c'est vrai que, voilà, je me souviens, la première fois que j'ai fait mes 507 heures pour avoir mon intermittence, j'ai ouvert mes droits et j'ai eu juste après un moment de: «OK, maintenant faut le refaire. OK, j'ai un an, c'est parti», et j'ai eu ce moment d'angoisse de: «Est-ce que je vais y arriver?» Et après, on se rend compte que au début, c'est flippant, et on fait très gaffe les premières années, mais au bout d'un moment, si ça se passe bien, si on travaille bien, le travail appelle le travail. C'est un cercle vertueux qui s'installe parce qu'on rencontre des gens qui, comme on passe du temps avec eux, bah, ils pensent à nous pour d'autres trucs. Hmm. Et on commence à nous appeler, et c'est pas que du passage d'audition. Mais il y a aussi des moments où il y aura rien, et il faut savoir vivre avec. Et c'est pas grave, et il faut accepter qu'il soit là. Et ça, c'est pas toujours évident, et ça fait peur. Les moments de vide, ça fait peur. Donc, au final, ce que tu me disais, ce qui est un peu flippant, c'est le regard des gens qui vont être les critiques du spectacle, sur le premier cas que tu nous as expliqué. Les gens qui vont créer des articles, ce genre de choses. Hem, je crois que le pire, pour moi, c'est plus pire que les critiques du spectacle, parce que les critiques, c'est qu'un avis et j'arrive à bien m'en détacher. C'est le regard des autres gens du spectacle. Ah, Ceux qui savent ce que c'est de faire ce que tu fais, et ceux dont la vie compte pour toi. hmm, Ceux dont tu respectes la vie, et où tu accordes de l'importance. d'accord, tout à fait.
Alors, il y a Kimé qui nous demande pour l'intermittence, est-ce qu'il ne compte que les représentations ou aussi les répétitions? Alors, ça dépend des spectacles. Si dans les spectacles avec les meilleures conditions, et en fait, si on était toujours payé pour les répétitions, effectivement, ce serait très facile d'avoir son intermittence. On est très rarement payé pour les répétitions, mais ça arrive sur les meilleures prods et les plus grosses prods. Hem, mais ça, en fait, c'est un peu ce qu'on reçoit au début, quand on travaille au début, enfin, surtout en début de carrière, tu vas travailler au début, tu vas accepter des contrats où tu auras un cachet toutes les 2 ou 3 représentations et les répétitions, tu ne seras pas payé et c'est parce que c'est une petite prod qui va et puis, petit à petit, tu ne vas plus accepter cela parce Hmm. et tu vas accepter que ceux où c'est et cetera et parfois, tu vas accepter ça parce que le projet est génial et tu sais que c'est le seul moyen pour la prod de le monter. Et que c'est que pour l'instant, ce sera un projet toutes les 3 un cachet toutes les 3 représentations et plus tard, si le projet se pérennise, ça va se monter. Mais donc il y a de tout. Ok, Les petites productions souvent ont moins les moyens, mais enfin j'ai envie de dire le plus souvent, au moins les représentations sont payées. Ça arrive sur les tout petits machins que, ce soit un cachet toutes les X représentations et sur les grosses machines, moi quand j'ai fait la Patte Patrouille, là c'était, conditions royales, payer toutes les répètes, payer, payer à toutes les représentations et bien payé et et parfois c'est les entre-deux, enfin il y a des petites prods qui arrivent déjà à faire des trucs, tout à fait corrects où, tu es payé en service de répétition, donc tu as des heures pour les répètes, pour certains nombres de répètes et après, des cachets pour les représentations. Donc il y a de tout. ok. Donc là, on a parlé un peu des peurs. Donc, tu nous disais qu'il y avait une petite peur, le trac. Ensuite, c'est le regard, mais surtout de ses pairs. Donc des gens avec qui on est sur scène. Et puis, il y a finalement le format, le fait d'être interpréteur du spectacle avec les peurs du début de carrière, mais finalement qui s'assainit au fur et à mesure, quoi. Au-delà maintenant de la peur, on va Ouais. plutôt parler de la colère, donc quelque chose qui t'a déjà beaucoup énervé dans les expériences que tu as pu vivre. Alors, là, j'ai une chose en particulier qui, j'ai la chance, ça ne m'est pas arrivé à moi, mais arrivé à une de mes proches, mais elle m'a mise très, très en colère. Mhm. Une proche qui était engagée, par une boîte, événementielle pour, interpréter différents personnages et à qui on a fait comprendre, un moment que, elle n'allait plus jouer un certain nombre de personnages du fait d'avoir, plus forcément le physique qu'elle avait avant ou d'avoir pris un petit peu de poids ou de et alors ça m'a mise hors de moi. Hem, parce que, déjà, je trouve ça incroyablement violent de demander ça à quelqu'un, de dire ça à quelqu'un. Hem Et aussi parce que enfin, interpréter les personnages, c'est décider qui ils peuvent être et notamment c'était il y a plein de personnages liés à des dessins animés ou donc des personnages qui vont parler à qui sont destinés à des enfants et donc ça veut dire passer au message aux enfants que pour être ce personnage-là ou cette personne ou ce qu'il soit féminin ou masculin, on est obligé d'avoir ce format-là. On est obligé de faire, cette taille-là et on peut pas avoir tous les corps, on peut pas avoir et j'ai trouvé ça, à la fois très violent envers la comédienne et à la fois très, à l'envers et enfin pas du tout, enfin en termes de responsabilité de la société, qui embauche, ces gens-là et qui doivent faire passer des messages et faire, rêver des enfants, de leur passer ce message de, «Tu es obligé d'avoir un tel corps pour être ce personnage», je trouve ça terrible. Enfin ça m'a vraiment, ça m'a vraiment mise en colère et pourtant je sais que si on est dans des métiers où il y a des diktats de physique, mais j'avais la sensation et l'espoir qu'on avançait un petit peu dans la bonne direction et parfois on se rend compte qu'on on recule. Mhm. Oui, c'est vrai que dictat du physique, je pense que c'est le bon terme. C'est vrai qu'on a ça en tête sur le côté comédien, voire même j'ai en tête le fait d'encenser certains acteurs qui ont fait
une perte de poids ou une prise de poids énorme pour jouer le rôle, ce genre de choses. J'ai moins en tête ça pour des femmes, bizarrement. Euh, et, euh, et donc, ce que tu me dis là, c'est que finalement, on est quand Et même sur un parce que métier de la représentation. malheureusement, Ouais. excusez, malheureusement pour les femmes, ça pour le coup, je fais un aparté, mais Mm. quand on regarde l'industrie du cinéma, on va avoir soit des femmes. Il y a eu un petit scandale dernièrement sur un film qui était sur Netflix, où le personnage avait 50 ans et on a grimé une femme de 30 qui jouait très bien, mais ils ont dit en fait, les femmes de 50 ans, on les laisse plus, on les montre plus à l'écran. Hmm. Ouais, Euh, d'accord. Ouais. donc il y a enfin, en tout cas autour du corps de la femme, il y a vraiment il y a un truc de soit tu es jeune et pimpante et tu fais des jeunes premières, soit on ne te voit plus. Et ils avaient trouvé ça, ils avaient dit, bah, elle joue très très bien, il n'y a pas de souci, mais montrer les femmes, enfin pour le coup, on est au cinéma sur des rôles réalistes. Au théâtre, c'est encore différent parce qu'il peut y avoir des rôles de composition, mais c'est vrai que même au théâtre, pour les femmes, il y a un espèce de no man's land dans lequel on va entrer à partir de 35-40 ans en termes de rôle, où soit on fait la maman, soit on joue pas. Donc, soit tu crées tes propres spectacles et tu fais tes propres trucs, mais c'est vrai que quand on voit la variété de rôles masculins existants pour tous les âges, pour les femmes, c'est encore assez terrible. Et donc, là, c'était un énième exemple, mais c'est vrai que il y a un truc autour du corps de la femme et autour de l'âge de la femme dans l'industrie culturelle qui, j'espère, va changer et bouger. Mais Hmm. Donc, ce qu'on retrouve un peu dans le cinéma, on le voit aussi dans le spectacle vivant. différemment, mais oui. D'accord. Toi, t'as plutôt bon espoir que les choses évoluent ou ça te fait quand même un peu flipper, voire, enfin, ça continue de t'énerver? Dans l'immédiat, ça me fait un peu flipper. Ouais, ouais. Euh, mais à côté de ça, par exemple, j'ai rencontré il y a un an et quelques, Aïe. j'ai passé une de son spectacle et qui m'a dit, écoute, moi, j'en ai marre de voir faire des spectacles pour les femmes et pour les femmes de tous les âges. Donc, et il se trouve que bah, cette jeune femme, elle a des moyens de produire et tout ça. Et donc, son premier spectacle, on peut aimer, pas aimer, mais elle a effectivement tenu son pari. Il y a un mec sur scène ou deux mecs sur scène pour 10 femmes de tous les âges. Parce qu'elle a fait un spectacle sur les générations. Donc, tu as à la fois des nanas de 30 ans, des nanas de 50 et des nanas de 70. Et, du coup, c'est chouette de voir que des gens non seulement remarquent, mais lancent des initiatives. On aime ou on n'aime pas le spectacle en question, mais je trouve l'initiative louable. Ouais, Et bon, du coup, de voir que ces gens-là existent, bah, ça donne espoir. tu m'étonnes, ça donne espoir. C'est bon. Heureusement qu'il y a des exemples comme ça et puis de constater ça. Et puis c'est vrai qu'on le voit quand même. On est dans une période où les consciences, il y a de vraies prises de conscience qui arrivent. Tant mieux. Enfin, Mm. j'ose espérer que ça continuera. Il y a donc dans le chat on dit il y a une actrice connue pour son poids qu'Hollywood n'a pas supporté, qu'elle décide de maigrir, qu'elle a été connue pour son côté comique et en surpoids. Il s'agit de Rebel Wilson, qui est dans Oui, des comédies musicales aussi. ouais, elle est super. Elle est vraiment top. Bon. Donc du coup, bon, voilà, petite anecdote, bon, si tu connais, voilà, c'était Ouais, Kimia elle qui avait était pas plaisir. dans Pitch Perfect. Elle est vraiment très très chouette. D'accord, ok, d'accord. Donc bon, ouais, éternel sujet de la place de la femme dans un milieu de représentation. Oui, Voilà, oui. Mais après, moi, là, le cas en question m'avait particulièrement touchée parce que bah, c'est ouais, une amie proche en ouais, plus qui ça fait déjà mal, un quoi. peu, on est, euh, Ah on ouais. a toutes grandi en pensant qu'on était trop grosses. Donc le fait de se prendre ça par en plus une entreprise où elle travaille, où ça se passe bien, où elle travaille bien, où tout le monde l'adore, enfin se prendre, enfin ça m'a mise en colère.
c'est chiant, quoi. C'est chiant. Quelque chose qui t'a beaucoup attristé? Alors, là, j'ai 2 exemples, dont un qui va être Covid. Ouais, ouais, Mais, ouais, c'est sûr. le 1er, la pour moi, la tristesse, entre guillemets «traditionnelle» du comédien, c'est le lendemain de dernière. Mmh. Il y a un truc, quand on a notamment un spectacle, c'est un peu un tourbillon d'énergie. Quand on travaille, on travaille, on travaille, après on joue, on joue, on joue et un jour, il y a une la dernière et surtout quand c'est, une exploitation longue et on arrive à la dernière au bout de mois consacrés au spectacle, c'est pas le jour de la dernière, c'est vraiment le lendemain. Il y a un truc où tu te retrouves, chez toi Mmh. avec plus les gens et plus de perspective d'aller revoir ces gens dans l'immédiat et tu te demandes un peu qui tu es et ce que tu fais là. C'est, un gros vide, après, enfin, mais parce que par opposition au tourbillon d'émotions qui est le métier, en fait et que sont ces moments sur scène et ces moments d'énergie et on sait que, très rapidement, il va y avoir, un autre tourbillon qui va démarrer. Mais c'est vrai que le directement lendemain direct d'une dernière, ça fait vide, ça fait vide. Mais après moi, en exemple, récent, j'ai vraiment le soir de la Patte j'étais avec la Patte Patrouille en tournée à Metz. On avait eu un ascenseur émotionnel. On avait la semaine d'avant, notre, PDG était le PDG de la prod était venu, à Lyon à notre tournée pour nous parler au catering, pour nous dire: «Bon, il y a ce virus qui commence à faire des siennes. On ne sait pas ce qu'il va être pour la suite de la tournée. Nous, on a déjà sachez qu'on a posé des options pour toute la saison suivante, au cas où, mais pour l'in on ne sait pas trop ce que ça va donner. Si les jauges baissent, on ne pourra pas forcément continuer. On vous tient au courant dans la semaine». Donc déjà, premier coup de: «Ah, on va peut-être pas finir la tournée». Et puis, la semaine suivante, au final, on repart. On on prend le bus, on va à Metz pour jouer. On joue et donc dans notre tête, on est reparti. C'est bon, bah, ça nous a pas arrêtés, ça nous arrêtera pas. On ira aussi loin qu'on peut aller et là, le soir, dans le tourbus, on monte dans le bus pour rentrer et là, on reçoit un message, d'un membre de la troupe qui était même pas avec nous ce jour-là parce qu'il était remplacé et jouait dans un autre spectacle, qui est: «Bon, bah, ça y est, le décret, interdisant les rassemblements de plus de 1000 personnes vient de tomber, c'est fini. Voilà, on n'a pas fait de dernière, on savait pas que c'était notre dernière, donc on l'a pas vécu comme une dernière. On était dans le bus et on se regardait, bon, bah, la semaine prochaine, on fait» bon, la semaine suivante, on était confinés, donc c'était le 8 mars, donc le 16, on était confinés, donc ça allait très, très vite. Mais ouais, 8 mars 2020, le retour dans le bus était très étrange. Il y avait une espèce d'impuissance, de qu'est-ce qu'on fait là pour enfin, qu'est-ce qu'on va faire de nos vies maintenant que qu'on nous a et c'était très, très rude et en plus, moi, je sais que enfin, a priori, aujourd'hui, je sais que c'était ma dernière. Je Mmh. ne rejouerai pas ce spectacle, donc c'est doublement triste que c'était des super moments, quoi. Mmh. Mais on nous a un peu volé notre dernière Ouais. là-dessus. On n'a pas pu célébrer, la fin et vivre la fin comme on l'aurait fait si on avait quand tu sais que c'est une dernière, tu la savoures particulièrement. Ouais. C'est vrai que là, ce côté, finalement, on peut même pas célébrer ça. Ça doit être très, très bizarre. Je pense que plein En de fait, gens l'ont vécu sur plein de situations, mais je ça comprends. ça Je ça comprends a ce que été tu ouais. pour beaucoup de gens dans le spectacle, ça a été ça. Ça a Mmh. été, le soir, on leur a dit: «Bon, bah, venez pas au théâtre demain» Ouais. et c'est violent pour, d'autant plus que, bah, que c'est un métier d'émotion et qu'il y a plein de petits rituels qui se mettent en place autour de enfin, les dernières, c'est toujours spécial, c'est toujours, bah, on essaie de savourer particulièrement toutes les petites habitudes qu'on a prises, tout de voilà, de profiter et de faire vivre ce moment, de le célébrer un peu et c'est souvent là où on fait enfin, les blagues de dernière. Tout le monde prépare, enfin, pendant toute la saison, où tu joues, tu réfléchis à ce que tu pourras faire comme blagounette que le cast se verra, mais que le public ne verra pas parce qu'il faut surtout pas que ça se voit du public et c'est donc ça, la Patte Patrouille, on n'a jamais pu faire, on n'a jamais pu aller au bout. Ouais. Bon, bah, en tout cas, j'espère que tu vas pouvoir, que tu as rebondi déjà derrière et que tu pourras continuer de rebondir. Merci en tout cas pour le partage de toutes ces émotions. C'est trop chouette d'avoir
des moments d'histoire. Donc merci pour ton partage. Et on va maintenant passer à la dernière étape, enfin l'avant-dernière, qui va être l'expérience un petit peu que tu vas en fait détailler. Donc de ce que j'ai compris, tu souhaitais pouvoir nous partager un peu les habitudes dans le spectacle. Donc peut-être que tu peux nous en dire plus. De quoi as-tu envie de nous parler? De quelle expérience as-tu envie de détailler? Alors, j'avais envie d'un peu de faire une routine type de pré-spectacle, enfin, en fait, du moment de l'arrivée au théâtre au moment du pot avec la troupe après. Et je voulais prendre l'exemple, qu'est-ce que je l'ai assez bien illustré vu que c'était mon toute première production, de La Famille Adams. Ok. Parce que c'est un spectacle très complet où il y a beaucoup de danse. Moi, j'étais en tant qu'ensemble, donc je faisais vraiment un échauffement plus que quand je jouais un truc où je ne fais que chanter. Donc, je me suis dit que ça pourrait être assez complet et qu'en plus la préparation était assez conséquente. Euh, voilà. Donc, La Famille Adams, c'était enfin, on a joué en octobre et novembre. Moi, j'ai fait la reprise, donc octobre et novembre 2018 Mhm. au Casino de Paris. Et du coup, la petite routine, c'était, moi, généralement, j'arrivais au théâtre au moins 2 heures avant le début de la représentation. Déjà, moi, j'aime bien arriver avant tout le monde pour avoir un peu la loge pour moi toute seule, pour pouvoir m'échauffer tranquillement, m'échauffer le corps, m'échauffer la voix. Donc, généralement, je me retrouvais toute seule dans la loge. On était trois dans la loge des ensembles filles, c'était une loge commune. Bah déjà, tu arrives au Casino de Paris, c'est assez, enfin, premier job en sortant d'école, tu arrives au Casino de Paris par la porte par l'entrée des artistes. Il y a un truc assez magique. Tu dis bonjour aux quelques personnes que tu croises en entrant, tu vas dans ta loge, tu t'enlèves tes affaires, tout ça, et bah, moi, généralement, j'étais en tenue de sport et je me mettais à je me mettais ma chauffe vocale sur mon téléphone. J'avais une chauffe enregistrée par ma prof de chant de l'école. Et donc, je faisais mes vocalises en même temps que je m'étirais, que je faisais une chauffe corporelle. Et après, moi, mon petit rituel avant que tout le monde avant que tout le monde arrive, c'était de me refaire mon parcours du spectacle. Donc, je me mettais dans un coin, dans un couloir, et je me redansais toutes les chorégraphies toute seule dans mon coin, sans les faire à fond, mais juste pour que le cerveau il soit OK, c'est bon, je sais encore tout. Et c'est mes petits trucs à moi, mais je sais que ça me rassurait, et en même temps, ça me donnait la sensation d'avoir fait tout mon possible pour être au top au moment d'arriver sur scène. Et après, c'était les préparatifs. Donc préparatifs, la toute première étape, c'était la base perruque, parce que c'était la famille Adams. Du coup, j'étais un ensemble, donc je jouais un ancêtre. Donc on D'accord. était tout blanc et perruqués. Donc quasiment tout le monde avait des perruques. Et donc pour mettre une perruque, on a une base perruque. Et là, normalement, je t'ai envoyé une photo. Alors là, je la partage sur Twitch. Je crois que on a Donc des photos. c'est celle où j'ai la magnifique capote de tête. Euh, D'accord. Je sais pas si tu arrives à voir. J'espère qu'il n'y a pas trop de délai. Parfois, il y a un peu de délai, donc Ouais, ouais. Moi, je t'avoue que je ne vois plus la vidéo. Il me dit bon, qu'il bug, donc c'est pas je très laisse. grave. Donc ouais, en tout cas, je les ai. Donc la capote de tête, en tout cas, je les ai. J'illustre à côté. Ah mais oui, je l'ai pas partagé. Erreur, pardon. Ok. Mais donc, il y avait cette basse perruque sur laquelle venait se fixer le micro. Donc les micros, moi j'étais comme une folle parce que la première fois de ma vie, j'ai des micros comme à Broadway. Parce qu'à Broadway, les micros, ils sont pas là, ils sont là. Hmm. Euh, donc ils sont fixés là, du coup, sous la perruque. Donc j'ai mettais la base de tête, et après, le maquillage, je mettais bien 1 heure parce qu'on était badigeonnés de blanc. Là, normalement aussi, tu as une photo de Je l'ai. moi en mode Pierrot. Donc blanc, et comme j'avais un personnage qui avait un décolleté, moi je mettais du blanc jusqu'au ras des seins. Hmm. C'était, il y avait du maquillage qui passait donc il y avait le temps maquillage. Généralement, une fois que j'étais maquillée et j'avais la base, j'allais en bas mettre le micro.
et faire un essai rapide de soundcheck. Oui, donc ce qu'on appelle le soundcheck, c'est vérification que les micros marchent et vérification du niveau des micros. Donc D'accord. généralement, tu montes sur scène, tu dis 3 phrases ou tu chantes 3 phrases. L'ingé son te dit c'est bon et tu repars. OK. Donc là, je remontais dans ma loge et j'allais non, je m'habillais d'abord parce que si je me perruquais avant, je risquais de détruire ma perruque en m'habillant. Donc je m'habillais d'abord, il y avait une espèce de corset, un pantalon, un peu bouffant, et je mettais que cette partie d'abord et j'allais mettre la perruque. Donc là, généralement, j'allais me la faire fixer par une coiffeuse. Normalement, il y a une photo avec la perruque, heu Je l'ai mise, du coup. Ça en tout cas, je l'ai mise, sur le stream, donc les gens la voient en tout cas. Je les ai. C'est top en tout cas, merci d'avoir partagé ces photos. donc la perruque, et là, on avait un petit rituel, c'était une fois qu'on était, tous habillés perruquiers, on prenait les éponges de maquillage blanc les uns les autres et on se faisait l'arrière de la nuque, enfin tous les endroits qu'on ne pouvait pas corriger tout seul. Ouais. Donc on faisait les corrections aux autres avant de monter sur scène. Mmh. Hem Et ensuite, il y avait le et ensuite je finissais, voilà, le costume, donc j'avais une espèce de cage, parce que j'avais une crinoline par-dessus tout ça, donc normalement, tu as un truc avec que le squelette Ouais. et après, le truc avec le costume, la totale, avec Mmh. le maquillage costume, en entier, avec la jupe par-dessus. Et alors ce costume était assez lourd, Mmh. enfin en tout cas la jupe était assez conséquente, et elle prenait de la place, donc fallait faire gaffe quand tu traversais les couloirs un peu étroits. Alors le Casino de Paris, c'est assez étroit, Ouais. de pas s'accrocher quelque part. Et notamment, il y avait des chorégraphies dans le spectacle où je ne la portais pas parce que sinon c'était trop compliqué. Et il y avait une chorégraphie où il y avait un doute, jusqu'à la deuxième représentation où je l'ai dansée. Et à un moment, je me mettais au sol et il fallait se relever. Et en me relevant, mon talon s'est pris dans ma jupe. Aïe. Et donc, j'étais accrochée dans ma jupe. Je me suis pas relevée tout de suite. Et à partir de ce jour-là, je n'ai plus remis cette jupe pour cette chorégraphie. Mmh. Donc en fait, Euh, tu t'adaptes, tu t'adaptes tout le temps, quoi. C'est au fur et à mesure du spectacle, parfois il y a des petits accidents, donc une Bah, fois qu'on l'a eu, il y a des on choses arrête. qu'on règle au fur et à mesure. C'est sûr, en fait, en D'accord, OK. spectacle, à New York et à Londres, le spectacle ne fait sa première qu'au bout d'une trentaine de previews, une trentaine de dates avec public, pendant Mmh. lesquelles ils font des modifications. Et donc, D'accord. c'est pour ça qu'ils essayent, à la première, ils invitent la presse, mais pour eux, du coup, il y a eu le produit fini parce qu'il y a eu les 30 dates d'essai, aussi de voir ce qui marche, de ce qui marche pas et tout ça. En France, les avant, qu'on appellerait les avant-premières, il y en a quand même moins. Il y a moins cette tradition. Ou en D'accord. tout cas, il y a moins de têtes qui peuvent se le permettre parce que c'est quand même un budget et souvent ça coûte un peu moins. Enfin, on fait payer les places un peu moins cher vu qu'on estime que c'est pas encore le spectacle fini. En tout cas, il y a moins cette tradition, mais du coup, on adapte un peu. Sur les premières, on sait qu'il y a un petit côté crash test et Mmh. qu'il y a des choses qui vont se réadapter au fur et à mesure. Et aussi, on va roder le spectacle, donc il y a des choses qui vont se mettre en place à force de l'avoir fait. D'accord. Mais donc une fois que j'avais, ma robe, une fois que j'avais tout le machin, j'étais échauffée, tout ça, prête à monter sur scène, généralement, avant de démarrer le spectacle, il y a ce qu'on appelle ça un toy-toy. On va se retrouver avec toute la troupe, généralement sur le plateau et se faire un un cri de guerre, un truc, un passage d'énergie, pour vraiment juste un moment pour se dire: «Allez, c'est parti», mais histoire de se retrouver tous ensemble et de partir dans la même énergie pour le spectacle. C'est vrai que ça, c'est des moments où j'y tiens beaucoup à ces moments-là, même s'ils durent parfois, 1 seconde et demie parce que faut que ça démarre, on est tous à la bourre parce qu'on n'a pas eu le temps de se maquiller comme on voulait, mais c'est important d'avoir ce moment de on est là pour ça et ça sort parfois de la routine qui peut s'installer quand on a fait un spectacle, bah, la Patte Patrouille par exemple, je l'ai fait, on jouait généralement 2 spectacles par jour. Le samedi, de spectacle le dimanche, donc très vite, on arrivait à, l'avoir fait, 30-40 fois et donc d'avoir ce petit moment où on est tous là, même si, chacun a fait sa routine, mais juste on se retrouve, on se rappelle qu'on est là et qu'on adore toujours ce spectacle et qu'on est content d'être là et que c'est une nouvelle représentation, c'est pas la énième fois, enfin, ça sort Mmh. du côté, routinier. D'accord. Ça donne une importance au moment, présent et c'est assez chouette. Et puis après, c'était parti.
C'était parti et pendant le spectacle, ce qui est génial, moi, ce que je trouve formidable, c'est que j'adore être sur scène, mais j'adore la vie en coulisses. Parce qu'un spectacle, c'est comme une horloge. Il y a être con comme parfois tu con enfin une horloge, comme, parfois tu regardes, il se passe un truc ici, il se passe un autre truc là-bas et les 2 tournent en même temps et d'avoir cette espèce de conscience qu'en même temps que toi, tu es en train de enlever ta jupe à ce moment-là du spectacle, il y a quelqu'un d'autre qui est en train de, ranger, un bout de costume qu'il doit ranger à ce moment-là ou d'apporter un truc qui doit être sur le plateau et c'est vraiment une machine, qui se met en place et une fois qu'elle est mise en place, il y a un malin plaisir à profiter enfin, à, par exemple, connaître les moments où du coup tu peux te permettre de faire une blague, ou tu peux, ou de retrouver des petites routines des blagues qu'on fait régulièrement parce que c'est rigolo et par rapport à ce qui se passe sur scène. Et j'avais sur La Famille Adams, j'avais une amie qui connaissait tellement bien les bandes son qu'elle jouait tous les instruments, en air instrument pendant qu'on était en coulisses. Et du coup, bah, on se retrouvait juste pour faire ces 2 accents-là en se regardant et puis on passait à la suite du spectacle. Mais c'est ces moments-là qui créent, la troupe et qui Mmh. font aussi, qui donnent des idées pour les blagues de dernière. Je vois l'idée. Heu et donc après, le spectacle se déroule, entr'acte. Entr'acte généralement, moi j'enlevais ma jupe pour un peu de répit, j'allais grignoter un truc, en express pour reprendre un peu d'énergie pour l'acte 2, boire un coup d'eau, discuter un peu avec les gens et puis, on remet la jupe et c'est reparti. Heu, il y avait un petit peu le running gag sur, La Famille Adams sur le début de l'acte 2. C'est nous qui commencions l'ensemble, on avançait sur scène et il y avait un tulle qui devait se lever, sauf que la technique, il y a eu des bugs aux premières représentations et quelquefois où il s'est pas levé, donc à chaque fois on y allait: «Est-ce que le tulle se lèvera aujourd'hui?» On y allait avec l'attente et au final, ça a été bon, ça a été réglé, mais c'était devenu en Ouais. quelques fois, c'était devenu le gag de les quelques fois on est resté coincé derrière le tulle, on devait avancer, on n'a pas pu et ça il y a le fou rire intérieur qui monte de: «Bon, bah, je suis derrière le tulle, Mmh. je n'ai pas pu faire ce que je devais faire, c'est pas grave, mais c'est rigolo» et après on était parti acte 2, finale, salut et là c'est, débarbouillage, démaquillage, déperruquage et qui prend un peu de temps quand même. Après sur La Famille Adams, ce qui était assez dingue, c'est qu'on jouait en après-midi et le soir, il y avait un autre spectacle. Donc quand nous, on était en train de se débarbouiller, il y avait déjà les comédiens d'après qui étaient là, en train de commencer à se Ah préparer. oui. Donc on était un peu les uns sur les autres dans les loges. Et d'ailleurs, notre rôle principal, qui jouait mercredi, elle faisait les 2. Donc elle finissait un, elle se changeait pour l'autre. Mmh. Hem Et donc nous, ouais, on se débarbouillait, on se déperruquait, on prenait nos affaires, nos clics et nos claques. On dit des au revoir aux gens qui étaient là et puis on sort d'abord voir les gens qui sont tu sors du théâtre, tu vas d'abord, faire un coucou aux gens qui sont venus voir le spectacle si tu as des proches dans la salle et puis après généralement, c'est, on aime bien aller, prendre un petit verre pour prolonger, l'expérience, un verre ou quoi, ou parfois tu as pas le temps et c'est pas le moment ou parfois tu dois filer mais c'est vrai que ça fait partie, ouais, c'est les spectacles où il y a pas d'après-spectacle, parfois ça tu l'impression de tu pas le temps de redescendre et c'est ça fait pour moi, ça fait un peu partie du rituel, même s'il y a jamais tout le monde qui reste et que parfois on est, que 2 ou 3, mais se poser, discuter de comment c'était ou discuter de tout et n'importe quoi, mais juste repasser un peu de temps ensemble en dehors du travail, bah, c'est c'est important pour finir le travail. D'accord. Voilà, donc c'est la petite routine de du spectacle. Écoute, c'est très clair. Donc, si maintenant on essaye de mettre des émotions un peu là-dessus, toute la phase d'arrivée dans le spectacle, c'était quoi le sentiment dans lequel tu étais quand tu arrivais à ce moment-là? Hem Bah, l'arrivée au théâtre, pour moi, il y avait la joie d'arriver et d'être en plus, moi, c'est mon premier projet. Donc, d'ailleurs, si tu veux montrer, je t'ai envoyé, la photo du décor Oui, je l'ai mis. et donc quand tu arrives, il y a la photo du décor sans les lumières et donc juste tu passes, tu as les techniciens en train d'installer le truc, mais tu as cette énorme baraque sur scène Hmm, et tu arrives, tu te dis: «Moi, je joue là-dedans, quoi». hmm, C'est fou. Donc il y a un côté, waouh, j'ai de la chance d'être là, c'est cool mon métier. carrément. Et après, c'est vraiment le truc, c'est vraiment la concentration.
J'ai un moment un moment pour moi, je me centre, je fais des choses pour moi, je me mets en état de, donc je me chauffe, Mmh. échauffement vocal et c'était aussi la joie d'avoir la loge pour moi et de pouvoir, voilà, prendre de la place, prendre le temps, de faire tous mes petits trucs dans mon temps à moi, sans que ça n'encombre personne, sans être dans le chemin de personne. C'était, voilà, mon moment pour moi, pour pouvoir après généralement pendant qu'on se maquille et qu'on se coiffe, on est avec les copines, donc c'est plus convivial, on fait des blagues, on se regarde. Mais c'est vraiment une phase de, voilà, mise en état et de concentration. Ouais, je vois. Alors donc du coup, après cette mise en état, donc vient le moment de la préparation, donc c'est ce que tu disais, maquillage, habillage, perruquage. Euh, donc là, tu es dans quel état d'esprit à ce moment-là? Mmh, il y a à la fois, toujours de la joie et du fun d'être là parce que généralement c'est des moments de convivialité et c'est des moments où la troupe vit, Ouais. en tant que troupe, autre que juste sur scène et moi, c'est clairement la troupe et l'association de troupes, c'est peut-être la raison principale pour laquelle j'ai voulu faire ce métier. Il y a quelque chose dans l'esprit de famille et de communauté Mhm. créé, autour d'un spectacle qui est assez dingue et en même temps, le spectacle approche, donc il y a un petit peu le trac qui arrive à plus ou moins tôt ou tard selon, si c'est la première ou pas, si, si tu es dans un état d'esprit, si tu as du monde que tu connais dans le public ou pas, si c'est pour le coup, le track, c'est très variable selon, l'état du moment, le jour et les gens qui sont là, les gens qui sont pas là, le nombre de fois que tu as joué le spectacle, ça varie beaucoup. Ça peut être juste au moment d'entrer sur scène comme, ça peut te bouffer depuis une demi heure. D'accord. Bah, ça va dépendre des gens derrière. Donc après, en fait, il y a tout le passage sur scène. Comment ça se passe? C'est quoi ton état d'esprit quand tu es sur scène? Et puis aussi les passages en coulisses. Hem, pour moi, la scène et la beauté de la scène, c'est, tu pas trop le choix que d'être dans l'instant présent. Hem et si tu l'es pas, tu le vis mal. Il y a vraiment si parce que parfois il y a des comédiens qui parlent de se regarder jouer, ou de se ju quand tu es en train de te juger sur le moment où tu es en train de faire des trucs, c'est que tu es pas en train de le faire à fond. Enfin, en tout cas, que tu es pas pleinement présent et généralement, c'est les moments où tu le vis pas très, très, très bien. Hmm. Mais quand tout se passe bien et quand tu arrives à t'aligner, OK, une chose à la fois, maintenant je fais ça, puis maintenant je fais ça et dérouler ton spectacle. Moi, il y a un truc un peu jouissif, là-dedans, OK, voilà, je sais où je vais et puis, bah, cette conscience de la machine qui se met en place donc c'est à la fois des petits conforts et des petits repères, qui sont très savoureux, bah, pareil, ça contribue à l'effet de communauté. J'appartiens à cet instant, j'appartiens à cet endroit, j'appartiens à ce moment et du coup, je ça me ça me rend heureuse d'en faire partie. Hmm. Et en même temps, parfois, il y a des états d'âme de: «Aujourd'hui, je suis pas dedans» et c'est pas grave, mais sur le moment, c'est jamais très, très agréable de faire un spectacle où, globalement, tu pas à être concentré sur ce que tu fais et tu as ta liste de courses qui revient ou Ouais, je vois. ou au contraire, ou le cercle vicieux de, tu pas à être dans ce que tu fais, donc tu remarques que tu es pas dans ce que tu fais et tu t'auto-bâches parce que tu es pas dans ce que tu fais. Mais ça, une fois de plus, ça arrive et c'est pas grave et ça arrive d'autant plus quand on joue un spectacle, beaucoup de fois. On peut pas enfin, on fait de notre mieux pour être, au maximum présent à chaque instant, mais on est humain et dans chaque, chose de la vie, il y a des jours où arrive à être concentré, il y a des jours où on n'arrive pas à être à fond dedans et là, c'est là que la beauté du corps humain et de la mémoire, musculaire, D'accord. c'est qu'on est capable de chanter une chanson, danser une chorégraphie, en pensant à autre chose ou en pensant à quel point on n'est pas à fond dedans. Donc tu dirais que sur la scène, c'est vraiment un moment où tu es hyper contente ou est-ce que c'est un truc finalement, c'est bien, c'est cool, j'ai l'habitude, ce serait quoi le... Bah, ça en fait, ça varie beaucoup. Hem, alors je vais t'envoyer une photo. Ouais, vas-y. Je vais t'envoyer une photo de ma sortie de scène de ma première Diva Lala.
spectacle trio vocal a cappella et c'est une photo que j'ai envoyée à mon chéri en sortant de scène, qui pour moi représente bien, l'état, d'euphorie que tu peux vivre parfois, voilà, c'est envoyé. Hop. Ah, Voilà, donc ça c'est je trouve que cette photo représente bien, l'état de je suis en train de vivre un truc de dingue pour la première fois et c'est ce côté instant présent où moi je me souviens de la Diva est là, j'ai la sensation de redécouvrir le spectacle la première fois que je l'ai fait avec un public. d'accord. Je travaillais depuis des mois, mais la première fois que je l'ai fait en public, il y a eu un truc magique qui s'est passé et c'était instant présent, instant présent, instant présent, mais 1 heure et demie de kiff absolu. Hmm. Il y a un autre bonheur qui est plutôt dans la maîtrise et c'est là où quand on a joué un spectacle beaucoup de fois, on trouve un bonheur et une joie et un confort dans le fait de, justement, savoir exactement avoir la sensation: «Je gère, je sais exactement là pendant que je suis sur scène, je sais qu'il y a un tel qui est en train de se changer et une telle qui est en train de préparer la branche là-bas». Hem et il y a une espèce de jouissance omnisciente à ça, qui est autre, qui est plus calme. C'est, mais souvent, moi, c'est plus des moments, j'ai des souvenirs de moments, où je me dis: «Waouh, c'est génial» et mon souvenir est presque encore plus fort quand je croise le regard de quelqu'un et je vois que ce quelqu'un est dans le même état que moi. Hmm. J'ai l'un de mes plus beaux souvenirs d'école, premier spectacle de fin d'année à l'école. On est sur scène, sur une danse, on faisait le violon sur le toit et sur un violon sur le toit, il y avait une danse avec des bouteilles sur la tête. Donc fallait pas les faire tomber, globalement et on jouait 2 fois et la deuxième fois, on finit la danse des bouteilles, aucune bouteille est tombée, une espèce de: «Oh, on a réussi» et après ça partait dans la danse du mariage, donc un truc hyper énergique et il y avait une énergie de dingue sur scène. Nous, c'était la fin de notre première année d'école, donc on était la première fois qu'on montait vraiment sur scène avec l'école, c'était fou. Et là, j'ai vraiment ce moment où on a posé les bouteilles et on est partis, on était côte à côte avec, mon pote Baptiste et on se regarde et j'ai croisé son regard et je me souviens de ce regard qui disait: «Toi aussi tu kiffes?» Hmm. «Ouais» et je me souv c'est mon plus beau souvenir de ce spectacle-là, c'est ce regard de ce moment où on est tous les 2 dans le même état et on a voulu s et on a juste vérifié que l'autre, qu'il y avait le bon que Ouais. le copain il vivait la même chose La communion entre les deux. et mais c'est aussi pour moi je pense que je ne pourrais pas faire de enfin, j'aurais beaucoup de mal à faire un seul en scène. Un quoi, pardon? Un seul en Un seul scène? en scène. Ah, ah oui. D'accord, ok. Moi, c'est en tout cas, j'ai je fais je me réalise beaucoup dans la troupe. Je comprends. Bah justement, donc sur la partie, la fin du spectacle, le fait de se réunir, on finira sur ça, du coup, en tout cas pour cette étape-là. Le sentiment qu'il y a, c'est plutôt de la satisfaction, côté tranquille, ou alors c'est plutôt le côté passionné, fier. T'es dans quel état d'esprit à la fin? Il y a un côté calme après la tempête, D'accord. mais c'est savoureux. Il y Hmm, a justement le fait de pouvoir se poser après tout ça, d'accord. de se poser, discuter avec, la troupe, discuter avec peut-être des gens qui sont venus voir le spectacle. En fait, prolonger un peu le moment, mais dans un état d'esprit plus calme. D'accord. Ou parfois débriefer de ce qui s'est mal passé parce que ça arrive aussi, hein, mais Ouais, bien sûr. parfois il y a aussi besoin de ce moment-là parce que justement, on a besoin de décharger, ce qui nous trottait dans la tête pendant le spectacle et de dire, «Bon, en fait, j'étais pas dedans et j'ai besoin d'en parler» et ça arrive aussi. Bon, en tout cas, ce qui est top avec les personnes passionnées, c'est que on a l'impression que il y a quand même beaucoup de moments où ça se passe très bien, hein. Quand on regarde un peu ton expérience, j'ai l'impression que tu kiffes bien, hein. Mmh, ouais, après j'ai que dit, hein, je pense que j'ai aussi beaucoup de chance. Et c'est des choses qui se cultivent. Je pense Mmh. que voilà, à partir du moment où il y a du travail ou de l'investissement, bon, oui, oui, il y a de la chance, c'est vrai. Mais je pense que ça se cultive aussi, le côté de cette satisfaction qu'on peut avoir et qu'on cherche à garder, quoi. Donc ouais, bah c'est chouette. Merci pour ton partage en tout cas. Et puis toutes les photos, c'est vraiment ça nous permet de comprendre en fait tout le travail de préparation. C'est vrai que
je peux l'avoir, enfin, en tout cas à titre personnel, effectivement, le côté maquillage, préparation, on l'a un peu en tête. Là, pour exemple, que tu nous donnes un tel travail, ça m'étonne à chaque fois. Et j'étais complètement passé à côté de toute la partie euh, chauffe de la voix. Je crois que c'est ça que tu as dit. C'est la chauffe corporelle aussi. Ça, c'est un truc, c'est vrai que enfin, je découvre. Je découvre et c'est logique au Bah, final. pour le coup, comme notre outil de travail, Bah c'est oui, le corps, bah oui. si on veut pas que dans quelques années, il nous fasse des crasses, bah, déjà, pour la danse, pour peu que tu aies un peu à lever les jambes, ça dépend ce que tu as à danser, mais pour peu que tu aies un peu à lever les jambes, ou faire des grands mouvements, bah, faut déjà le réveiller et quand bien même si tu as pas des grandes chorégraphies, le fait de réveiller le corps, bah, ça met en état de disponibilité Mm, et mine de rien, bah, faut dans ce côté, faut être présent, bah, le fait de se chauffer, ça favorise le fait d'être à fond dans ce que tu fais et de pas complètement. être justement en train de «encore dans ta journée d'avant» entre guillemets. Mm, complètement. Bon, en tout cas, merci beaucoup pour le partage de ton expérience. On va passer à la dernière partie, qui est la partie du conseil. Quel serait donc le conseil, enfin on est sur la conclusion, que serait le conseil que tu donnerais pour les gens qui ont envie de faire comme toi? Hem, Moi le conseil en fait, c'est le conseil que je donne à mes élèves de claquettes, parce que je donne des cours de claquettes dans une école, de comédie musicale, pour des toutes premières années. Je leur dis, «Travaillez bien et soyez gentils». Ça peut paraître bête, mais en fait, quand on cherche des gens avec qui on va travailler, comme c'est que des familles, enfin, entre guillemets, on va passer beaucoup de temps avec ces gens, on va vivre avec ces gens et vraiment la vie enfin, c'est pas le même rapport au travail qu'on a avec un collègue de bureau. Un collègue de bureau, si on lui adresse pas la parole, c'est pas grave. Un camarade de troupe, quand tu dois jouer, donner la réplique, c'est plus compliqué s'il est pas sympa. Hmm, Et donc, je me suis rendu compte que la la première chose que les gens vont avoir envie de chercher, et moi la première, c'est des gens sympas de qui s'entourer, des gens agréables à vivre, des gens qui sont pas difficiles et des gens qui s'adaptent, des gens qui travaillent bien et qui sont compétents. Donc c'est pour ça que je dis: «Soyez gentils et travaillez bien». hmm. Mais donc il y a l'aspect formation, se former, ne pas arrêter de se former, développer ses compétences. Heu et en même temps, il y a le côté, bah, soyez avenants, soyez agréables à vivre, restez humble, faites pas vos divas, même si ça se passe bien. Hem, donc c'est voilà, soyez gentils et bossez bien. Un peu de travail et de la gentillesse, de l'humilité et le respect de ses familles, quoi, c'est ça? Oui, en fait, rester, peu importe à quel point ça se passe bien, moi je pars toujours du principe que si ça se passe bien, oui, j'ai travaillé, j'ai sans doute un peu de mérite, mais j'essaie de toujours prendre ça comme de la chance et j'essaie de savourer cette chance et de rester, il y a pas, c'est pas parce que ça se passe bien qu'on me doit des choses. Il y a vraiment un truc, j'essaie de rester, voilà, je fais de mon mieux et si ça se passe bien, tant mieux, mais on va essayer de rester, voilà, rester le plus humble possible, autant que possible, autant que se peut et disponible, avenante, pour, en fait, être avec les autres comme on aimerait que les gens soient avec nous. C'est aussi parce que ça, mais être la personne dont on aimerait s'entourer. Je vois. Alors, on a, bon, c'est pas tout à fait ce qui est dans le chat. Il y a Kimé qui nous dit: «J'ai tellement hâte de venir revoir, tes spectacles». Donc et elle demande: «Est-ce que Eva va chanter?» Je dis: «Je pense pas». Je J'étais pas prévenue. voilà, voilà, c'est pour ça, c'est pour ça. Mais en tout cas, je crois que tu voulais nous parler de d'un spectacle ou de quelque chose que tu as. Alors Ouais, je te donne la oui, parole. alors, malgré, le covid, en ce moment, je joue dans quelque chose. Et oui, c'est possible. Raphaël Calandro, dont je parlais tout à l'heure, quand je parlais du Malade imaginaire en la majeure, c'est Mmh. même créateur, en a eu marre de ne plus pouvoir rien faire et donc s'est posé la question de ce qu'il serait possible de faire, dans les circonstances et avec les contraintes du moment et donc il a créé un spectacle qui se joue,
en extérieur, dans la rue, avec respect de toutes les contraintes sanitaires. Donc, il n'y a pas d'attroupement. Donc, le public vient seul ou à deux et rencontre un, deux, trois comédiens qui l'emmènent dans la rue et lui racontent des tranches de vie. Ça s'appelle La Boucle et ça se passe pour l'instant dans les rues de Pantin, près de Paris. Heu, mais c'est en cours de développement, peut-être que ce sera ailleurs à certains moments et pour l'instant ça joue depuis, quelques semaines, à Paris, principalement les week-ends. Pour l'instant, on est en test de qu'est-ce qui fonctionne, mais en tout cas, c'est possible de venir voir La Boucle et de passer un petit moment de théâtre, en extérieur, une expérience, immersive où on prend le public à partie, le temps de 50 minutes dans la rue, dans le respect de toutes les règles sanitaires. Donc ouais, si l'envie si vous êtes, sur Paris ou alentour et si l'envie vous vient de faire un petit tour, je vais te transférer le lien. Ouais, voilà, bah, c'est ce que j'ai te demandé, transférer le lien. On a euh, Kimia donc dans le chat, on dit est-ce qu'il y a des dates entre le 11 et le 17 mai? C'est très précis. C'est très précis. Et alors je vais lui dire: «Il y en aura sans doute», parce que là, vu comme c'est parti, ça risque de jouer tous les week-ends, mais qu'elle m'écrive un petit message quand elle arrive et je lui dirai quand est-ce que c'est moi. Parce qu'on est plusieurs comédiennes sur le rôle. Bien sûr, évidemment. Ok, alors je partage ça tout de suite. La boucle. Voilà et c'est un chouette moment, un chouette moment à passer. Top. Voilà. Bah écoute, merci de l'info. C'est chouette de voir la créativité qu'il peut y avoir. Donc dans les contraintes, hein, parfois naît la créativité. J'ai l'habitude de dire que c'est les contraintes qui permettent d'être créatif. Quand il n'y a aucune contrainte, ben, Bah, c'est je bien, suis mais assez bon. d'accord. En tout cas, ça canalise la créativité dans quelque chose. Mmh, un de nos un exemple flagrant de ça pour moi, c'est, un notre directeur d'école quand il fait ses mises en scène, l'année où on a fait notre spectacle de fin d'année, heu, une grosse partie du budget de l'école avait été allouée à un spectacle avant, donc on avait assez peu de budget pour le spectacle de fin d'année et il a fait une mise en scène minimaliste, mais qui était l'une des plus belles choses qu'il ait jamais faites. Parce que du coup, les contraintes ont fait qu'il a eu des idées, dingos. Et c'était un très, très beau moment. C'est top. Si jamais des personnes veulent te contacter pour te poser des questions supplémentaires, c'est par email, c'est ça l'idée? Oui, alors je vais t'envoyer, éventuellement mon Insta si vous m'envoyez un petit message. C'est celui-ci comme email ou c'est un autre? C'est celui-ci. D'accord. Donc voilà, pour contacter Eva, c'est ici. Donc il y a son adresse email, si vous voulez lui envoyer Et des messages. Ouais, et mon Instagram, c'est Eva Tezurovski tout attaché. eh bien, j'attends que tu m'envoies le lien. Dès que tu l'as, je le Heu, partage. En attendant, donc voilà, l'interview se conclut sur ça. J'aurais aimé avoir un peu ton ressenti à l'issue de l'interview, savoir un peu comment ça s'est passé pour toi. Bah, c'était très agréable. Merci beaucoup de cette proposition, je et j'arrive, mon Insta, il va arriver à un moment ou à un autre. Mon internet a un petit bug, Ok. mais ça viendra. Non, c'était très agréable, et enfin, ça m'a fait du bien de repasser dans toutes ces expériences aussi, bon, il y a le côté où ça me manque, mais en même Ouais. temps, ça fait du bien de se rendre compte que c'est mon métier, c'est quand même chouette. C'est vrai que ça permet parfois, enfin, c'est juste, c'est des souvenirs, et puis parfois le fait de remodeler un peu sa pensée, tout ça, c'est vrai que moi c'est agréable, je trouve, moi en tout cas je trouve ça agréable de se faire interviewer. Ça nous permet de nous rappeler de certains éléments. Bon, Mmh. en tout cas, merci pour ton énergie et puis pour tout ton partage. C'était chouette. On a eu plein d'histoires. Moi, c'est ça que j'ai adoré. Merci pour les photos aussi. L'immersion, je pense qu'on était vraiment dedans. On a eu dans le chat quelques remerciements. Voilà. Donc, en tout cas, moi, j'ai passé un Bah, très très bon moment. mmh, de même.
Et donc, bah écoute, je te propose de conclure en te laissant le mot de la fin. Vraiment. Bah, moi, je voulais te remercier toi parce que c'est chouette bah, justement cette association avec les émotions, ça permet de se poser des questions très spécifiques sur, justement j'ai beaucoup aimé chercher un moment de fierté, un moment de peur, un moment de colère, Mhm. hem ça a beau on a beau travailler avec les émotions, c'est pas pour autant qu'on identifie ça facilement C'est vrai. ça fait du bien et je trouve ça très riche et une très belle manière d'aborder les choses donc merci beaucoup. Bon. Eh bien, je vais donc arrêter le stream ici. Salut tout le monde. Et puis bah, salut tout le monde. Et je vous laisse là. Allez, ciao.